Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ avec Fred FMC. Ça fait longtemps, Fred, qu'on n'a pas fait de vidéo qui n'était pas en live. Ouais. Tout d'abord, les amis, pensez à nous mettre un like, pensez à nous mettre un commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et surtout, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Fred, on commence directement avec la première question. C'est Kainrou qui nous dit... Ectomorphe de 35 ans cherche des astuces pour tenter de prendre de la masse. J'ai beau manger plus en faisant attention aux glucides, protéines, lipides, depuis 3 ou 4 mois, je n'ai pas pris le moindre kilo. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on mange un peu plus, mais on dépense beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui rentre, mais il faut regarder ce qui sort. Et souvent, là où il va y avoir un décalage, qui va être notable et du coup assez significatif, et c'est ce qui va faire que tu ne vas pas atteindre ton objectif, c'est qu'on n'est pas déjà objectif envers soi-même, envers ce qu'on fait. Tu as des mecs, par exemple, je sais pas moi, ils sont maçons, plus derrière ils font de la muscu, plus ils vont courir quasiment tous les 2 jours, ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à prendre un gramme. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens, on en a vu, ils mangeaient n'importe quoi, ils ne prenaient pas... Ouais. Mais déjà, il faut que tu... Moi, ce que je dis toujours, c'est réduire l'entraînement. C'est-à-dire s'entraîner 3 fois par semaine, mais vraiment spécifiquement à l'hypertrophie, et pas à autre chose. Voilà. Et en plus de ça, augmenter les calories, mais surtout tout marquer. Et faire le point. Tu vois que tu es à 3500 calories, tu testes une semaine. Et tous les jours, tu te pèses. Si ça ne fonctionne pas, tu augmentes de 150 calories, et ainsi de suite. Il faut faire les choses de façon progressive. Et au bout d'un moment, quand tu vas mesurer et quantifier, mais du coup, tu vas analyser et tu verras tes progrès. Hein. Et peut-être aussi 2 fois, il y en a beaucoup qui, des fois, ils pensent qu'ils augmentent leurs calories, ils pensent qu'ils ont quand même ils sont très hauts en calories, mais il y en a, ils se rendent pas compte que autant il y en a, c'est l'inverse, il y en a, ils pensent qu'ils se rendent pas compte d'autres qui mettent autant de calories, et 2 fois on a eu l'inverse où il y en a, ils se rendaient pas compte qu'au final ils n'étaient pas non plus hauts en calories. Ils pensaient manger beaucoup, mais manger beaucoup c'est relatif, il y en a qui n'arrivent pas à manger, pour eux beaucoup c'est pas énorme non plus. Ben, en coaching à distance, je le vois, hein. J'en ai mis un hier à 2600 calories, il me dit c'est énorme, 2600 calories pour un mec qui s'entraîne tous les jours, c'est la base. Pour peu qu'il ait une activité physique. Oui. Non, c'est la base. Noah qui nous dit salut les balèzes, quel est votre point de vue sur les compétitions sous genre d'assaut? Perso, je pratique la savate BF et je trouve ça super frustrant. Qu'est-ce que t'en penses des assauts? Moi je trouve que c'est bien quand on est jeune, il y a ce côté ludique. C'est bien aussi après passer à un certain âge parce que tu n'as peut-être plus envie de prendre plus de gros coups dans la tronche. Il faut savoir que même chez les seniors, il y a des assauts maintenant. Ouais, et ça je trouve ça bien pour garder ce côté ludique et sans non plus et pour préserver aussi l'intégrité physique. Après je peux comprendre qu'on soit... En fait, dès que tu fais un sport où tu as quand même un règlement qui te limite, tu as envie après, tu as toujours une frustration. Il y a quand même, il y avait c'est le combattant de boxe thaï, c'était Kirikou là, qui était connu. Lui disait que le judo ça le frustrait au bout d'un moment. Le judo il avait besoin de passer un step au-dessus, du coup il s'était mis au Muay Thai, et après le Muay Thai souvent les combattants de Muay Thai ils ont envie d'aller au MMA, et après souvent des fois le MMA on voit qu'ils vont au bar knuckle. Tu as souvent une frustration due à un règlement souvent, et donc le MMA tu l'as moins parce que c'est quand même beaucoup plus libre, mais du coup l'assaut je comprends que ça crée de la frustration parce que t'es pas loin de toucher mais t'as pas non plus le droit d'appuyer, donc du coup je peux comprendre, mais pour moi, je trouve que pour les jeunes, c'est bien de préserver l'intégrité. C'est sûr, hein. De toute manière, moi j'ai commencé par les assos, on n'avait pas le choix. Bon, après, moi je fais partie d'une génération où ça cartonnait dans les assos. Mais après, quand la nouvelle fédération a été mise en place, c'est vrai qu'on a retrouvé les assos très light. Très light. Et je n'étais pas si frustré que ça, hein, parce que techniquement, avec l'adrénaline et tout, il fallait quand même générer de la vitesse et tout. Donc c'était. Moi je trouve ça très intéressant, surtout pour les jeunes. De toute façon, on est obligé pour préserver déjà l'intégrité physique. Vincent Talo qui nous dit salut la team, vous êtes toujours au top, merci beaucoup. Quelle est l'assimilation réelle des protéines végétales et peut-on atteindre son pic physique en bodybuilding ou en MMA en étant vegan? Alors, vegan, c'est le pic physique, donc de façon optimale. C'est extrêmement difficile. Moi personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à le croire. Pourquoi? Parce que souvent, les végans que j'ai côtoyés, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, ils m'ont avoué qu'ils avaient réussi à atteindre leur top quand ils avaient des protéines animales. Et après, pour des raisons philosophiques, ils sont passés au régime vegan. C'était souvent philosophique. Mais ils ont eu du mal à performer après. Voilà. Alors, il y a des combattants. Hein. Mais bon, quand tu arrives au top niveau, si demain, je te dis une bêtise, Léon Edwards, il passe vegan,
Et c'est sûr que tous les végans vont dire vous avez vu, Léon Edwards, il est vegan. Non, mais mec, il est déjà champion de l'UFC, le mec. Ouais. C'est comme les frères Diaz, tu sais. Mm. Voilà, mais ça veut rien dire du tout. Maintenant, et puis les frères Diaz, apparemment, ils mangent un peu de viande, du poisson. Même, comme c'est Cron Gracie, pareil. Il était vegan, il est revenu. Et pareil, de fois, il est passé vegan en fin de carrière. Donc, du coup, au final, c'est pas. Tu peux pas représentatif. Ouais, voilà, tu peux pas passer outre 25 ans ou. Pour un vegan depuis le début. C'est une question de chaîne d'acides aminés. Et en plus, c'est même plus compliqué que ça en réalité. Parce qu'on croit que si on additionne les lentilles, les pois chiches, les pois, etc., ouais. en les faisant germer et tout, on s'imagine. Parce que tu vas avoir la même chaîne d'acides aminés. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes d'assimilation. C'est très très complexe. Parce que c'est un rapport avec les peptides et tout. Donc c'est très très compliqué. Et surtout que. Il y a un peu des antagonistes en fait, dans les légumineuses, etc., qui viennent un peu contrecarrer aussi cette assimilation dans les études. Donc, c'est très délicat. En tout cas, c'est pas la meilleure source de protéines. Je sais plus c'était qui à l'époque avait dit tu veux être musclé, il faut manger du muscle. Ça peut paraître bête, mais ça l'est pas tant que ça au final. Tu vois. Après, il y a des sports où être vegan, c'est moins contraignant. Je pense au sport d'endurance. Oui. Mais tout ce qui est marathon, mais tout ce qui est sport, préhension, force, c'est quand même... Bon, en tout cas, je sais qu'à toi, ça t'a pas réussi. Non. Et moi non plus. Parce que j'ai testé, les amis. J'ai testé quelques mois pour voir. Et à l'époque, il y a très longtemps, ça m'a pas du tout réussi, personnellement. Comme le lait. Couper le lait. Pendant des années, on nous a dit il faut plus manger, il faut plus boire de lait, etc. Moi, le lait, j'ai arrêté, j'ai repris. J'ai jamais vu une seule différence, tu vois. On a créé des intolérances à tout. Gluten, lait, enfin bref, t'es là, tu te dis on va tous mourir, quoi. Alors, Google Théo qui nous dit salut les gars, merci de nous transmettre votre passion. Merci à toi. Question, Abdul, vous n'avez pas peur d'effrayer la catégorie des 70 kilos? Ça sera plus dur de trouver un adversaire déjà qu'à 77 et 84 c'était dur. Est-ce qu'à l'UFC vous combattrez des Français, genre Benoît Saint-Denis? Question prépa, avez-vous un avis sur Phil Darrow et ses méthodes? Alors Phil Darrow, je commence par ça, on a déjà répondu hier dans le live. Ouais. Moi je suis pas très... c'est pas mal ce qu'il fait, mais pour moi c'est je dirais pas que c'est... Il utilise des outils que j'utilisais il y a 13 ou 14 ans, quand j'ai commencé. Voilà, mon métier de préparateur. Maintenant, il maîtrise ce qu'il fait. Il est capable de vous expliquer sa séance, la logique de sa séance. Et rien que pour ça, il faut le respecter. Maintenant, c'est pas du tout un préparateur physique que je suis. Alors, après, pour Abdul, qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc, c'est quoi la question pour Abdul? C'était est-ce qu'il va être craint en 70 kilos? Non, est-ce qu'on va trouver des adversaires à 70? Déjà que c'était dur de trouver à 77 et à 84. Je pense que... Bon, déjà, c'est pas encore fait, déjà. Mais si ça se fait à 70, je pense qu'à l'UFC, il y a des personnes qui vont être obligées d'accepter. Ouais. Pour ne pas se faire virer, pour ne pas se faire licencier. L'UFC, tu peux pas non plus refuser tout le monde. Donc je pense que les adversaires n'auront pas le choix. Et en plus, il a un gros point fort, Abdul. Et c'est les gens... Et les gens pensent que c'est son point faible. Ah. En fait, les gens disent ouais, Abdul, il est pas terrible debout. Et c'est son point fort le plus absolu. Parce que le mec, au moins, quand il voit Abdul, il se dit c'est bon, lui, je vais le prendre, je vais y arracher la tête. Ouais. Mais imaginez-vous, il aurait la boxe en plus de Poirier. Mais alors là, mec, il n'y a personne qui l'affronte, tu vois. Au moins, il y a ça, quoi. Et son dernier combat contre Ratic, le mec peut se dire finalement, il est prenable, si je vais faire la même chose. Donc, du coup, ça peut jouer en sa faveur. Ouais. Bon, après, Ratic, il faisait 1m86. Oui, non, mais tu vois, 95 kilos. Ces 3-4 derniers combats avant où c'était Glissman, Pepe et je sais plus qui, là, c'est mort. Tu vois ça, tu dis non. Surtout quand on voit Glissman, ce qu'il est en train de faire à l'octogone et qui soumet tout le monde, le mec. Ouais. Abdul l'a soumis en 2 minutes, quoi. Champion d'Europe, ceinture noire, Nogi. Non, pas ça. Nogi, oui. Nogi, ouais. Donc voilà, après, à l'UFC, c'est autre chose, les gars. À l'UFC, les mecs. Puis il y a des mecs qui n'ont pas peur, il y a des mecs qui n'en ont rien à foutre. Ça, à l'UFC, les mecs, en fait, quand vous êtes à l'UFC, c'est que vous pensez que vous êtes le meilleur, voire un des meilleurs. Donc du coup, vous n'avez pas peur vous avez peur de personne. Vous avez une pseudo-aura, une pseudo-confiance ou une confiance qui fait que vous avez peur de personne. Non? Et puis Fred, il y a des équivalents d'Abdul. Il y a des mecs qu'on ne connaît pas nous. Parce que les Américains, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Abdul. Alors il a battu un All-Américain en lutte, Abdul, déjà. Lui et Ramzat, en fait, ont battu le même mec. Weller, je crois. Ouais. Sidney Wheeler. Ouais, Sidney Wheeler. Et voilà, mais donc les Américains connaissent Abdul par rapport à ça aussi. Mais les mecs, je pense qu'il y a des Américains qu'on ne connaît pas, qui ne sont même pas classés, mais qui sont super forts et qui seront prêts à affronter Abdul. Ouais.
sais, des fois, tu Ouais, vois c'est des vrai, mecs, regarde ouais. Bonical. Bon, Bonical, il est connu. Mais le mec, Bonical n'aurait pas fait les Contender Series, il n'aurait pas eu toute cette hype, parce que c'est un grand lutteur. Il aurait débarqué à l'UFC, le mec qui se le prend en premier, il est content. Hein. Même Topuria, personne ne le connaissait quand il est arrivé à l'UFC. Lui, il a pris tout le monde et personne ne le refusait au début. Hein, Topuria. Ouais, mais Tu sais, maintenant, je pense des qu'ils doivent mecs, réfléchir à maintenant, deux fois. Hein. voilà. Mais au début, regarde, il a pris Bryce Mitchell, il l'a tué. Bryce Mitchell, c'était une star à State. Après, tu vois, Fernand arrive pas à trouver des adversaires pour Abdul, et je suis content parce que Guillaume Pelletier a dit exactement la même chose. Guillaume Pelletier, il a dit que c'était un enfer pour trouver. C'est pour ça que moi, ça me fait rire des fois dans les commentaires qui disent ouais, elle est pas assez bonne debout et tout. Mais demandez à ses managers. Personne ne va affronter Abdul. Personne. C'est un truc de ouf. Après, Quoi. ce qui est bien, c'est qu'à l'UFC, je pense, tu vois, en Europe, les gens ne voulaient pas se griller avant l'UFC. Ouais, oui. Ils voulaient pas prendre le risque de perdre. Alors que là, maintenant, une fois qu'ils sont à l'UFC, ils veulent plus refuser. Ouais. Et en plus, tu vois, non, ça va. Je pense que ça va être top. Hein. Et hier, d'ailleurs, j'ai regardé, les amis, en parlant d'Abdul, j'ai regardé un combattant. Ils ont un combattant. Gamrot et lui, ils ont un combattant en commun. C'est qui? Cavallero. D'accord. Qui a combattu à 70 kilos. Et Cavallero à 70. Oui, incroyable. C'est pas possible. Ah, mais c'est pas le même. Hein. C'est pas le même qu'Abdul a affronté, je te le dis Parce direct. Il était énorme déjà. Il était énorme. Il était au moins à 90 kilos chargé comme je sais pas quoi. D'accord. Et Cavallero, celui qui a mis KO Karlamoussou. Et il a fait un combat contre Gamrot. C'était très serré. Et à la fin, il se fait terminer en TKO. À la dernière seconde. D'accord. Et le combat était super serré. Okay. Et quand j'ai vu ce combat, parce qu'on m'en a parlé du coup, on m'a dit tu devrais voir quand tu vois ce que Abdul a fait à Cavallero, comme il a jeté et tout, tu vois qu'il y a une véritable. En tout cas, sur leur adversaire commun, et c'est pas le Cavallero du Brave. Hein. Ouais, parce que le Brave, il était énorme. Ah, le mec, il était énorme. Il était énorme. Franchement, je sais pas comment ce mec-là, il a pu peser 70 kilos dans sa vie. Tellement il est balèze. Bon, bref. Et du coup, Gamrot et Abdul, ils ont le même adversaire. Mais Abdul, il y a vraiment roulé dessus, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais. Hein. Gamrot, il galérait, quoi. Tu vois que c'est pas un lutteur de formation, Gamrot. C'est un Justuka à la base. Hein. Ouais, c'est un mec du sol. Qui a un bon single leg, qui a une bonne demi-garde. Mais c'est quand même un Justuka à la base. Mais tu vois, on n'avait pas vu passer ça. Donc c'est intéressant. Non. C'est intéressant qu'on de voir, tu regarderas et tu verras. Et c'est vachement intéressant parce que ça nous montre. Parce qu'ils ont le même. Si encore ça aurait été un striker contre un autre striker. Ouais. Tu vois, par exemple, Aratic, il va affronter Shinemoto. Ouais. Lui, il a un style totalement opposé à Abdul. Oui, c'est un striker, Shinemoto. Voilà. Par contre, si Aratic demain affronte un grappleur, en fonction de ce que le grappleur va donner, on pourra comparer les niveaux. Parce que là où il y a une différence notable, les amis, c'est quand vous affrontez un mec qui n'a pas du tout le même style. C'est-à-dire que moi, chez les motos, je ne serais pas étonné qu'il mette KO Aratic. Hein. Oui, il frappe comme une mule. Hein. Et lui, Aratic, je vous promets, il est très fort sur les lutteurs. Il a fait déjouer des super lutteurs, des super grappleurs. Par contre, contre les boxeurs, il ouvre un peu le jeu, tu vois. Il est généreux. Donc je pense qu'il peut se faire connecter. Mais par contre, là, Gamrot et Abdul, ils ont la même stratégie contre Cavallero. C'est ça qui est super intéressant pour nous à analyser, tu vois. Et allez voir le combat si vous voulez. Bon, Cavallero, c'est pas le même. Hein. Après, vous allez le voir contre Abdul, vous allez dire non, mais tu te fous de nous, non, Clément. C'est pas le même adversaire. Hein. Tu as pété les plombs. Mais en fait, voilà. Donc, voilà. Après, ça va être un Gamrot différent et un. Ah oui, un différent. Ah oui, complètement. Non, mais surtout qu'en plus, je pense que Gamrot. Gamrot connaît Abdul. Hein. Ouais. Oui, parce que Gamrot, c'était sparring de Aratic. Donc, Aratic. Ah, d'accord. Ouais. Ils ont fait sparring. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on sait. C'est pour ça aussi qu'on est rassuré pour Abdul à l'UFC. Parce qu'on sait, on sait des choses, on a des éléments en notre possession. Voilà, les amis, en tout cas, on a hâte de voir ça. Vous avez vu que Fernand en a parlé. Normalement, on espère, on croise les doigts, mais normalement, Abdul, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis nulle part, comme il a dit, il devrait être sur la carte de l'UFC Paris. On attend le contrat. Mais voilà. Jacques qui nous dit: salut les gars, à l'approche d'un combat, est-il intéressant de s'entraîner avec des gants similaires à ceux utilisés en combat, taille de gants pour la boxe anglaise par exemple? Alors nous, on est des partisans d'utiliser des gants de MMA ou de boxe anglaise, surtout à l'approche de l'échéance. Ouais. Plus tu te rapproches d'une échéance, plus tu dois te rapprocher de ta discipline. En fait, le spécifique, nous on parle du principe que tout ce qui est spécifique, sol, pure lutte, pure anglaise, ou pure kick, c'est bien hors camp d'entraînement, mais dès que tu te rapproches d'un combat, il faut te rapprocher de la discipline que tu vas faire. Hein. Donc oui, on est partisan de ça. Ouais. Même pour le sol, tourner avec des petits gants, même lutter avec des petits gants, c'est pas pareil. Tu te rappelles chez Nanauer, il y avait le mec qui combattait à l'UFC qui s'entraînait avec les gants de l'UFC. Ouais. Un combattant qui n'était pas très connu. Mais donc il faisait un cours de grappling, mais il avait les petits gants parce que pour les étranglements, pour tout, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile. Hein. Donc oui, nous on est partisans même dans les sparring. Et surtout même en anglaise. Donc c'est bien de faire de l'anglaise avec des gros gants et tout, de pas appuyer avec les petits gants, mais des fois tu prends des mauvais réflexes de te cacher derrière les gants que tu peux pas avoir en
en MMA. Ouais, c'est vrai. Étienne Roby qui nous dit « Salut Clément, salut Fred, merci pour tout ce beau travail. Merci à toi. Je débute MMA, j'ai déjà 6 ans de boxe taille. Quels sont vos conseils pour rapidement développer un style de combat efficace? Je précise que je suis petit de taille, 1m70, merci d'avance. » Mais déjà, l'objectif, c'est de ne pas perdre Son Muay Thai. son Muay Thai. Mais après, le problème, je vais vous expliquer un truc qui est très important à saisir. Quand je dis qu'il faut être fort dans son point fort, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner dans les autres disciplines. On parle à haut niveau. C'est-à-dire, vous êtes bon. Bien sûr qu'un mec, son point fort, comme Pereira. Pereira, il ne peut pas compter que sur sa boxe. S'il n'a pas une grosse anti-lutte et un gros grappling, il va avoir des gros problèmes. Le plus important, même, je vais vous dire franchement, ça va être la lutte pour lui. À la rigueur, c'est même pas très grave s'il n'a pas un très bon grappling. Mais si par contre il a une lutte de malade défensivement, il a la lutte de Cormier défensivement. Et un grappling pour bloquer le jeu, on va dire. Non, mais même s'il a la lutte de Cormier déjà, personne ne peut sortir Pereira, c'est mort. Parce que tu peux pas le maintenir quasiment au sol. Donc du coup, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se limiter techniquement. Maintenant, quand vous allez vous entraîner tout au long de votre parcours, en tant qu'athlète, vous allez vous rendre compte que vous avez des facilités dans une discipline. Tu peux avoir débuté par la boxe, mais peut-être que tu seras un super grappleur. Voilà. Là, en l'occurrence, Pereira, lui, son grappling n'arrivera jamais au niveau de sa boxe. Voilà, il peut s'entraîner 20 ans, on le voit. Ça fait déjà des années qu'il s'entraîne en grappling, il n'est pas plus que ça. Voilà, en lutte, il n'est pas plus que ça. C'est pas un génie. Donc, il faut qu'il continue à conserver son point fort pour essayer de s'y retrouver. Mais il ne faut pas confondre le travail technique avec le travail tactique. Quand je dis qu'il ne faut pas oublier son point fort, c'est tactiquement qu'il ne faut pas l'oublier. Mais techniquement, il faut tout bosser. Vous n'avez pas le choix. Vous faites du MMA, vous faites pas de... Voilà. Ça, Abdul, sachez qu'il s'entraîne en boxe également. C'est pas qu'il ne fait jamais de boxe, bien sûr que oui. Le combat commence debout. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et encore plus en début de carrière. Plus vous débutez, plus vous devez bosser tout, faire du volume. Oui, parce que vous ne savez pas dans quoi vous allez être réellement fort. Alors bien sûr, si vous êtes un ancien champion comme Pereira, vous savez que vous êtes un kickboxer, vous n'avez pas aucun doute. Ou Canelo, si demain il passe en MMA, bien sûr qu'on sait qu'il va rester debout. Il ne va pas chercher à faire des guillotines. Donc voilà. Il faut que tu te concentres sur ça, mais surtout que tu travailles et que tu aies un gros volume, surtout quand tu débutes. Ulrich qui nous dit bonjour l'équipe, merci pour votre travail, bientôt le million d'abonnés les gars. Oui, on y arrive, on n'est pas très loin les gars. Encore un million, je sais plus, on est à 30 000 pratiquement, donc on n'est pas loin, on y arrive. Que pensez-vous du travail de mobilité que l'on voit de plus en plus depuis l'avènement du CrossFit? J'ai personnellement l'impression que le temps consacré est assez conséquent pour un résultat léger. Quel est votre avis dessus? Alors, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Tu vois, pour moi, il a tout dit. Tu as résumé ce que j'en pense. Ouais. Moi, pour ça, j'ai fait ça. Voilà, je pense qu'avec la dernière phrase... Pour ça, tu as fait ça de résultat. Voilà. La dernière phrase, elle résume tout. Je trouve que c'est une des plus grosses... je dirais sincèrement que c'est une des plus grosses supercheries que... C'est une des plus grosses pertes de temps, en tout cas, que j'ai pu faire. Je pense que s'il y a un élément que je devrais retirer de tout le temps que j'ai passé à travailler ma mobilité, je pense que ça serait ça. Et surtout la hype que ça avait. Tombé, en gros, la mobilité, ça guérissait tous les problèmes. Ça rappelle qu'on faisait avec la mobilité, il y en a, ils te disaient tu gagnais de la force, tu faisais du muscle, tu n'avais plus de blessures, tu guérissais du sida. Arrête, c'était fou. C'était une secte. Je pense que ça a été c'était n'importe quoi. L'investissement temps-résultat a été le pire. Le pire. Vraiment. D'accord. Sincèrement. Je le dis des fois pour le travail de force, mais ça n'a rien à voir. Le travail de force, on obtenait des résultats. C'était le risque-bénéfice qui était à remettre en question sur le travail de force. C'était pas le résultat. C'est pas la perte de temps. C'est pas la perte de temps. Parce que vous ne perdez pas de temps à faire un travail spécifique de force. Mais alors, la mobilité, moi, j'ai fait en tout cas... Et on est beaucoup de prépa, penser la même chose. Mais d'ailleurs, on voit de moins en moins. Maintenant, ça... Il y a une raison. Ça a coulé. Si ça a coulé, c'est qu'il y a une raison. Ça a coulé, tu vois quasiment plus de ces trucs de mobilité. De Starrett et tout. Bon, ça a coulé. Benjamin Benji qui nous dit bonjour Clément, le collagène marin est-il aussi intéressant que le collagène d'origine bovine? Alors, il y a des papiers. Et d'ailleurs, à cause de ces questions, je suis allé lire des papiers. Alors, le collagène, il y a beaucoup de débats sur le sujet. C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on mesure sur des groupes, là j'ai vu une étude sur des femmes, c'est des témoignages, mais c'est très subjectif. C'est-à-dire que la personne va dire oui, je me sens mieux, etc. Mais c'est un peu comme le RPE, tu vois. Tu sais pas trop si c'est un avis personnel, si c'est un effet placebo. Enfin, tu sais pas trop, en fait. Maintenant, il y a quand même de la logique, une logique physiologique, parce qu'il y a des papiers. Et le collagène marin, de ce que j'ai lu, il y aurait peut-être des pistes de dire qu'il serait peut-être un peu plus intéressant.
Par contre, il coûte beaucoup plus cher. Et il serait peut-être plus intéressant, mais à quantité égale. Et comme quand tu n'as pas un budget limité, tu dois bien choisir à un moment donné. Parce que le collagène, il faut le prendre comme une prot. En quelque sorte. Il ne faut pas prendre 1 gramme par jour, ça ne sert à rien. C'est une grosse quantité. Ouais, c'est pour ça, moi, ils me font rire. Oui, mais moi, le mien, il est ultra concentré. Mais tu as 1 gramme, ça ne fait pas 1 kilo. Quoi qu'il arrive, comme il dit Gundin. Ouais. Et donc voilà. Donc, il est certainement plus intéressant sur des éléments. Mais après, dire que de là à payer 5 fois plus cher, je sais pas. C'est à chacun à voir après en fonction de son budget. Si les gens ont le budget, si. Mais... Thomas qui nous dit perdre 10 kilos pour sécher sur 3 mois, pertinent ou trop court? Non, mais sur 3 mois, c'est fastoche. Ça fait même pas 1 kilo par semaine. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est super facile. À part si vraiment tu pèses déjà 60 kilos et que t'as pas beaucoup à perdre. Mais si tu fais genre 100 kilos. C'est 290 en 3 mois. Si tu fais tout bien, c'est pas... Non, Thomas, c'est quelque chose de largement réalisable. Donc, n'hésite pas, du coup, à nous contacter si tu veux. On a eu d'autres questions, Fred. La question, en ce moment, qui fait réagir tout le monde, c'est... j'ai reçu tellement de questions sur ce sujet-là que je n'ai même pas je la publie. Mais tout d'abord, les amis, pensez au Club des Balaises. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on est en train de tourner du coup le contenu pour le Club des Balaises. Vous allez avoir des démonstrations de mouvements, des explications biomécaniques. On va parler d'endocrinologie, on va parler de nutrition, de préparation physique. On va faire des analyses techniques aussi un peu plus approfondies. Vous allez voir aussi nos sparring, nos prépas, nos journées. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à souscrire sur le Club des Balaises sur notre chaîne YouTube. Donc du coup, la question polémique, c'est... c'est pas la polémique, c'est pas une question, mais en réalité, c'est parce que la Sueur a élu Fernand Lopez. Nous, on était en live quand la Sueur a élu Fernand Lopez meilleur entraîneur. Et là, mec, il y a des commentaires, les gens pètent les plombs, quoi. Je sais pas pourquoi ça leur tient à cœur. C'est quoi ce classement? Meilleur coach de l'année. Ah, tu sais, le meilleur coach qu'ils ont sorti. Ils ont sorti le meilleur combattant, c'était Saladin. Bref, ils ont sorti peine. Je crois que ça sortait en fin d'année, ça. Non? Oui, mais c'est pour 2022. Ah, pour 2022. Oui, c'est pour 2022. Et du coup, y en a, ils sont pas d'accord. Il y en a, ils disent que c'est l'un. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas faire de classement. Ah, faut jamais faire de classement. Jamais. Jamais. Après, qu'est-ce que tu veux dire? Le mec, il a eu 3 combattants à l'UFC. 3 victoires. En 2022. Ouais, 2022, je parle. Mais oui, l'UFC Paris. Oui, c'est vrai, c'est Paris, ouais. Donc, un mec qui bat en main event Tuivasa, qui était un top 5 mondial. Ouais, il y en a Sour qui a fait un main event aussi, même s'il a perdu, il a quand même fait un main event, ce qui est déjà énorme. Il y a Aldric qui avait fait le... Manon aussi. Manon, ouais. Et Daniel qui avait avec Benoît qui a fait 2 combats de victoire. Hatch aussi. Hatch avec Saladin. Ouais. Mais bon, on peut parler de... C'est les 4 noms qui me viennent à l'esprit. Mais après, tu peux parler de Beto Ramos aussi. Oui, ouais. Avec Abdoul, les gars, Abdoul, c'est le combattant le plus dominant. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent. Ouais. Après, je pense que Abdoul aurait pu être combattant de l'année si... parce qu'Aratic, c'est en 2023. Parce que sur les statistiques, c'est celui qui a fait le plus gros bond, c'est Abdoul. D'accord. Mais comme il a combattu en 2023, il n'a pas rentré dans le classement de 2022. Il a eu 2 ceintures. Oui, mais en 2022, Saladin. À quelques mois après, tu vois. Mais non, mais après, moi, ça me surprend pas. Moi, je l'ai déjà dit. Je l'avais déjà dit dans un podcast. Ce que je pensais. Non, c'est pas... Franchement... Après, les résultats sont là. Il a 4 combattants dans l'UFC. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est pas un problème. Ouais, non, tu vois, je vois pas pourquoi ça prend des ampleurs. L'UFC, c'est un peu le repère. En plus, c'est un peu le repère de... C'est la Ligue des Champions. Du coup, c'est... Après, le jour où il a peu de combattants à l'UFC, et je dis n'importe quoi, Aldric, il a 1 ou 2 combattants, c'est Aldric. Oui, complètement. Daniel, voire un. De toute façon, tu vois bien. Ou Hatch. Hatch, on n'en parle jamais aussi. Ouais, c'est vrai qu'on en parle pas souvent. Hatch, je comprends pas qu'on en parle jamais. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Quand même, ça me surprend. Beto Ramos, pareil. On dirait qu'ils n'existent pas, les mecs. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, c'est des choses que je comprends pas. Pour le travail au sol, là, quand tout le monde a demandé à Cyril Gann, mais pourquoi on parle pas de Beto Ramos, là? Ouais, c'est vrai. C'est quand même un truc de fou. C'est lui qui a les meilleurs grappleurs dans le monde du France, MMA. En France, ouais. Même pour le MMA, en plus. Et pour le MMA. Et en plus, son académie, elle a été 2e, je crois, en grappling. Ouais, je crois aussi. En France, je comprends. Ça aussi, moi, il y a des trucs que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est sûr que si tu parles de Beto Ramos, ça fait pas de polémique, ça fait pas. Oui, ouais, c'est peut-être pour ça. Tu mets dans le titre Beto Ramos, il n'y a que moi et toi qui vont cliquer. Et Belkacem. Non, mais voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça qu'il faut jamais faire de classement. Voilà, moi, je vous dis, Aldric, il y a des bons coachs. Moi, moi, j'ai toujours dit un mec qui est pas très connu, mais que je trouve très bon entraîneur, Johnny Frachet, j'aime beaucoup. Ouais, j'adore aussi, ouais. Et après, moi, le meilleur entraîneur que j'ai vu, c'est toi, Fred.
Ah, mais tu peux pas dire ça, j'ai formé personne. Ouais, moi, on s'en fout. Mais moi, Ouais, si tu me demandes oui. mon avis, Hmm. et il y a un autre mec que je trouve extrêmement fort que personne ne connaît, c'est Florent Lucioni. Oui, Et oui. tout le monde le connaît pour être un entraîneur de sol. Mm. Mais si tu me demandes mon point de vue, Hmm. ben Oui, moi oui. je te dis, Florent Lucioni, Ouais. personne ne le Oui. connaît là. Oui, mais après, par exemple, tu vas demander, je sais pas, à Hatch, il va te dire un nom qu'on Oui. connaît pas. Mais- ou mais- c'est- oui, mais je ne remettrai pas en doute ce qu'il me dit. Ouais, mais par exemple, si tu veux faire un classement, faut quand même des preuves. Et les preuves, c'est quoi? C'est Je le suis combattant d'accord. UFC. Non, mais c'est pour, C'est- et c'est pour grand ça que je combattant ferais. UFC. Ou grosse organisation, KSW. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais moi après, je suis d'accord, hein. J'ai Mm. pas de problème avec ça. Mais je veux te dire, moi, en termes de réflexion, et je t'ai vu passer des heures avec Abdoul Hmm. sur des détails, et Abdoul, même Abdoul me l'a dit, il m'a dit, c'est un monstre, Fred. Tu vois, par exemple, Aziz Magnum, Aziz, le coach de Mansour. Si demain Mansour remporte le combat de Bellator, bah, il mérite d'avoir une place Non, non, de mais combat moi, de lui. Hein. même, tu vois, un qu'on parle pas souvent aussi, c'est notre ami Jean-Michel Foissard. Hein, qui fait un Oui, c'est super vrai, travail, exact. hein. Ouais. Jean-Michel Marseille, Foissard, ouais. pareil, Mm. on n'en parle pas. Hein. Ouais. Le mec, il a des résultats de malade. Je pense que c'est le meilleur. C'est celui qui a quasiment les meilleurs résultats dans le Sud après Aldric, quoi. Mais comme après, il n'y a pas le combattant à l'UFC, c'est vrai que on en parle moins. Ouais, ouais, mais Ouais, tu vois, c'est moi, vrai. Jean-Michel, je trouve Ouais. que c'est quelqu'un de très. Et même, j'aime beaucoup sa façon de coacher. Ouais, c'est vrai. Exact. Non, non. Mm. Mais tu vois, mais après, je peux t'en dire plein, mais on va Mm. pas commencer à faire des listes. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas étonné. Fernand, là où il est légitime, c'est lui qui a le plus la tête à l'UFC, c'est lui Mm. qui a fait les plus gros main events, il a fait des combats pour la ceinture et tout. Mm. Donc c'est difficile de dire, tu vois, qui. Après là, c'est le personnage, parce que comme il a la res, etc. Mm. Ouais, après le jour où il a plus de personnes à l'UFC et que d'autres entraîneurs ont des personnes à l'UFC, bah, c'est eux qui seront coach de l'année, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, Mais bon, après. résumé de l'histoire, hein, ne faisons jamais, Jamais de de classement, ouais, les amis. c'est On remettra pas de trophée. Pour l'instant, c'est pas prévu, on remettra pas de trophée. le trophée du balèze, du coach balèze, balèze. du coach balèze, ouais, les amis. Bon, en tout cas, essayons d'être bienveillants. De Ouais. toute façon, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas très grave. Hein. Qu'on dise que vous soyez bon ou pas, ça n'a pas de souci. Il faut travailler, s'impliquer. Et nous, on va aller déjeuner, les amis, pardon, parce que là, on enregistre à 13h30, on déjeune et après, on reprend les cours à 16h. Allez, les amis, un petit like, un petit peu de force. Abonnez-vous si vous voulez souscrire au Club des Balaises. C'est dans la description. Et on vous dit à très bientôt, les amis.